Donc, voilà. Donc, ça, c'est donc la structure. C'est la structure d'après Charles Graff. L'ADN avec deux brins, l'ARN avec un seul brin. Et nous avons dit que l'ADN ou l'ARN, ce sont des supports des informations génétiques. Ce sont des supports des informations génétiques. Nous avons donné aussi la caractéristique de ces acides nucléiques responsables de l'hérédité et nous avons dit que c'est l'alternance de ces 4 bases azotées qui constitue, n'est-ce pas, un message codé. Donc, l'alternance des bases azotées, adénine, guanine, thymine, uracile, c'est cette alternance qui constitue, n'est-ce pas, les codes, le message codé. Et l'ordre, la nature et le nombre de nucléotides déterminent l'information génétique. L'ordre, la nature et le nombre de nucléotides déterminent l'information génétique. Et généralement, cette information génétique s'exprime sous forme de protéines. Et lorsqu'on regarde la structure des protéines, ce sont des polypeptides, ce sont des polypeptides. Vous avez qui sont constitués des nucléotides, des sous-unités qu'on appelle des nucléotides. Et le nombre de nucléotides dans une protéine varie d'une protéine à l'autre. C'est pourquoi on dit que l'ordre, la nature, le nombre de nucléotides déterminent donc l'information génétique. Alors, il existe donc un lien entre l'information génétique et le caractère de l'organisme. Et le caractère, c'est la morphologie, c'est le phénotype. Donc, ce qu'on peut observer, n'est-ce pas, par exemple, la couleur des cheveux, la couleur des yeux, la taille, petit ou grand, c'est le phénotype qui est, n'est-ce pas, déterminé par le gène. Donc, vous avez le phénotype qui est la forme et ce qui est responsable de ce que nous voyons, c'est ça qu'on appelle les génotypes. Génotype qui vient de gène. Le gène est responsable de la morphologie de la forme que nous voyons. Et le tout est dirigé, gouverné par les codes génétiques. Alors, nous avons aussi dit que nous avons montré ici que la stabilité de l'ADN est due à la présence, 1, de ponts phosphate, 2, donc 1, pont phosphate, 2, liaison hydrogène, et 3, les réactions hydrophobes et hydrophiles. Ce sont ces 3 points-là que vous voyez ici, les ponts phosphate, les liaisons hydrogène dans l'ADN et les réactions hydrophobes qui sont responsables de la stabilité de l'ADN. Et nous avons dit que l'ADN, c'est une molécule très stable, une molécule plus vieille que nous. Avant que vous existiez, avant que vous naissiez, avant qu'on vous appelle Achatad, avant qu'on vous appelle Moubenzem, avant qu'on vous donne n'importe Ndombe, Ndombe, avant que vous existiez, oui, Ndombe. Oui. Ndombe, vous avez la parole. Vous avez la parole, Ndombe. Ndombe, vous avez la parole. Vous avez levé la main. Désactivez votre micro. Désactivez votre micro, Ndombe. Bon, on continue. Donc, nous avons... Est-ce que les images, maintenant, vous voyez, il n'y a pas de problème? Est-ce que tout va bien maintenant? Oui, ça va maintenant. OK.
Tout va bien, cher professeur. OK, merci beaucoup. Alors, donc, je disais que nous avons ici le pont phosphate, les liaisons hydrogènes, nous avons les réactions hydrophobes et hydrophobes. Ce sont ces trois points-là qui sont responsables de la stabilité de l'ADN. Je pose la question, à quoi est due la stabilité de l'ADN? À cause de la présence des ponts phosphates, à cause des liaisons hydrogènes, à cause des réactions hydrophobes et hydrophiles. Vous avez ici la fonction, trois fonctions de l'ADN. Première fonction, c'est le support des informations génétiques. Les informations génétiques sont détenues, contenues dans l'ADN. L'ADN, comme l'ARN, l'ADN, c'est le support des informations génétiques. C'est l'ADN qui est responsable de l'hérédité. L'ADN est aussi à la base de l'évolution des espèces. L'évolution peut aller jusqu'à la formation des espèces. L'évolution peut affecter le matériel génétique. Lorsque l'évolution affecte le matériel génétique ou crée des mutations, affecte le matériel, à ce moment-là, on parle des écotypes. On peut aussi avoir une évolution qui ne change pas, n'est-ce pas, le matériel génétique, mais une espèce qui s'adapte à l'environnement pour survivre. On appelle, à ce moment-là, on parle des accommodats. Par exemple, le camouflage, les mimétismes, juste pour la survie. On peut aussi avoir comme accommodat, par exemple, les dimorphismes sexuels, qui peut être aussi périodique, mais sans toutefois qu'il y ait une nouvelle espèce. Ça, on les appelle les accommodats. C'est-à-dire que vous avez un changement qui n'affecte pas les matériels génétiques d'un organisme. Un organisme qui change pour la survie dans un environnement, sans toutefois qu'il y ait modification ou adaptation de son matériel génétique, on parle des accommodats. Mais lorsque le matériel génétique change, s'adapte, subit une mutation, change, à ce moment-là, on parle des écotypes. Ici, on vous donne maintenant l'importance. On en fait une étude pour voir un peu comment, à partir donc de ces changements-là de matériel génétique, ça peut avoir de l'impact sur le phénotype. Le phénotype ici qu'on est en train d'observer, c'est la sensibilité, le goût amer de deux individus. Un individu qui est capable de sentir le goût amer des brocolis et l'autre qui n'est pas capable de sentir le goût amer. Alors, vous avez ici ces deux individus on essaie de voir un peu les sensibilités, n'est-ce pas, au goût des brocolis. Brocoli, c'est amer, mais il y a un individu qui est capable de sentir le goût amer, l'autre n'est pas capable de sentir. Alors, lorsqu'on fait l'analyse de séquençage de l'ADN de ces deux individus, qu'est-ce qu'on remarque? Ça, ce sont des ADN. Voilà, ça c'est l'ADN, comment ça se présente. Vous avez ici thymine, guanine, thymine, adénine. Et vous avez PTC. Désactivez les micros, s'il vous plaît. Alors, on fait le séquençage ici. Lorsqu'on fait le séquençage ici, regarde ce qu'on observe. On observe ici que la différence se situe juste au niveau à cause de cette différence ici, c'est ici de ces bases, vous voyez, cet alignement, c'est ce qui est à la base de la sensibilité. Alors, la séquence d'ADN et l'enchaînement des nucléotides, voilà cet enchaînement des nucléotides sur un des brins de l'ADN. On étudie la séquence qui détermine le caractère présent du récepteur PTC, voilà le récepteur PTC, sur la langue. L'individu possédant la séquence PTC sensible, est là, synthétise un récepteur permettant de percevoir l'amertume du brocoli sur sa langue. L'individu possédant uniquement la séquence PTC insensible ne synthétise pas ces récepteurs.
et ne détectent donc pas le goût amer du brocoli. Vous voyez, ça c'est les phénotypes. C'est ce qu'on peut voir, c'est ce qu'on peut observer. Mais à la base, lorsqu'on fait le séquençage, on constate qu'il y a une différence au niveau de base, la différence au niveau des nucléotides. C'est cette différence-ci qu'on peut croire qu'une petite différence, mais qui est responsable à la base de la production, n'est-ce pas, des récepteurs du goût au niveau de la langue, ici. La modification de l'ADN peut entraîner une mutation ou une évolution. La modification de l'ADN peut entraîner une évolution et c'est cette évolution qui est à la base de la biodiversité, cette modification de l'ADN. Rappelez-vous, dans les éléments des performances entendues, on s'était dit que nous voulons qu'à la fin de ce cours, que vous soyez capable de comprendre l'origine de la diversité biologique. L'origine de la diversité biologique. Donc, il faut bien suivre cette partie pour qu'on puisse quand même comprendre l'origine de la diversité. Donc, l'adaptation, la modification de l'ADN aux conditions du milieu, c'est ça qui peut être à l'origine de la diversité biologique. Parce que les organismes vont chercher à s'adapter au milieu, ils se créent des écotypes et les écotypes, cette adaptation peut aller jusqu'au niveau de la formation, n'est-ce pas, des espèces. Je disais que c'est le travail qui a été fait par le professeur Raoul, je crois, Moussemoula. Il a fait une étude, il a fait une étude qui va dans ce sens-là, où il compare les espèces dans le pool Malébo. Il regarde les espèces qui sont d'un côté de l'eau, de l'autre en amont et en aval, et il essaie un peu de voir en fonction de caractéristiques du milieu, de caractéristiques de la composition de l'eau, en fonction de barrières physiques qu'on trouve dans l'eau, en amont, en aval. Et il a vu qu'il y a des espèces qui s'adaptaient pour se nourrir, qui s'adaptaient pour survivre dans certains milieux de composition donnés, et puis avec une certaine turbidité, avec une certaine vitesse de l'eau, débit. Et il a vu que cette adaptation aux conditions du milieu pouvait aller même jusqu'à la formation des autres espèces qu'on appelle les écotypes. Et il y a d'autres adaptations, d'autres modifications, les espèces qui modifient, qui s'adaptent au milieu, mais ça toutefois, changer leur composition, ça s'adapter sans impact, sans impact sur leur matériel génétique, là, ce sont des accommodants. Alors, maintenant, ici, nous allons voir un exemple de l'évolution de la spéciation et biodiversité chez les espèces d'escargots, L, lévrogires et dextrogires. Escargots, L, lévrogires et dextrogires. Et vous allez voir plus loin, c'est quoi L? Vous avez eu ça en chimie organique aussi. Lévrogires, dextrogires, droite. Donc, en fait, l'évrogie et c'est à partir de la forme des spines, de la coquille, n'est-ce pas, d'escargot, la forme, à partir de sa forme, vous allez voir plus loin, je vais vous montrer les images, vous allez voir ce qu'on appelle l'évrogire et les escargots d'évrogire et d'extrogire. Voilà, c'est ça. Regardez cette forme ici. Ici, on essaie de voir le polymorphisme de la coquille. L'évrogire, dextrogire, c'est le polymorphisme au niveau de la coquille. Donc, le polymorphisme de la coquille chez l'escargot du genre Satsuma. Ça, c'est le genre Satsuma. Alors, ce groupe comprend une cinquantaine d'espèces d'escargots qui vivent en Asie de l'Est. Ces espèces présentent des différences de formes et des couleurs des coquilles. Voilà. Donc, lorsqu'on est là, regardez la forme de la coquille. On est là, la forme des coquilles. Et
on essaie de voir un peu, est-ce que c'est dimorphisme? On veut comprendre si c'est dimorphisme, cette différence qu'on trouve entre les escargots, la différence des coquilles, est-ce que c'est juste, ce sont des accommodats, une sorte d'adaptation, ou c'est vraiment quelque chose qui est lié à leur matériel génétique? Et à ce moment-là, pour répondre à cette question, on fait le séquençage de l'ADN. Le séquençage de l'ADN qu'on doit faire. Voilà ce qu'on voit, une espèce d'escargot qui tourne dans le mauvais sens. Dans ce sens ici, voilà, dans le sens, vous voyez ce que je vous montre, d'extrogir, donc vers la droite, de gauche à droite, on tourne dans le sens à droite. Donc, quand on va vers la droite, je vais répondre, nous sommes là. Voilà, dans le sens, nous allons dans ce sens, c'est droite, on va vers la droite. Lorsqu'on va dans ce sens, c'est gauche, droite, gauche, droite. Alors, droite, d'extrogir, lévrogir, d'extrogir, lévrogir. Ça va, c'est clair? C'est à partir de la forme des coquilles. Vous voyez la forme des coquilles? C'est comme si vous tournez le volant d'une voiture, hein? On tourne le volant d'une voiture. Lorsqu'on va à droite, on tourne à droite d'extrogir, on tourne à gauche lévrogir, on tourne à droite d'extrogir, on tourne à gauche lévrogir. C'est ça que ça signifie. Nous sommes là, c'est comme un volant, le volant d'une voiture. Tourner à droite, je tourne à droite d'extrogir, tourner à gauche, lévrogir, je tourne le volant à droite d'extrogir, je tourne le volant à gauche, lévrogir. Ça, escargot, d'extrogir, lévrogir, il s'agit de dimorphismes qu'on a pu observer chez deux types d'escargots. Alors, lorsqu'on fait le séquençage, on fait les analyses phylogénétiques, on fait la phylogénie, donc la phylogénie partielle. Lorsqu'on fait la phylogénie partielle de ces escargots, qu'est-ce qu'on remarque? Dans ce genre, certaines espèces ont la coquille tournée vers la droite, d'extrogir, et d'autres vers la gauche, lévrogir. Regardez ce que la phylogénie partielle nous donne. La phylogénie partielle nous montre que il ne s'agit pas des accommodats. Ces deux espèces, il s'agit de deux espèces différentes. D'extrogir et lévrogir, quand bien même ça se ressemble, ce sont deux espèces différentes. Lorsqu'on regarde, on regarde la phylogénie, l'arbre phylogénique, lorsqu'on remarque ici, regardez ici, vous voyez, ça c'est d'extrogir, c'est vraiment bien séparé avec l'autre. Mais au départ, d'extrogir et lévrogir ont le même ancêtre. Ils ont l'ancêtre commun. L'ancêtre commun, ici, quand vous regardez cet arbre, c'est d'extrogir. Au départ, c'est d'extrogir, mais ils se sont séparés ici pour avoir d'extrogir s'est développé. Et ici, là-dedans, on peut encore voir apparaître lévrogir. Lévrogir peut apparaître là-dedans. Ça signifie que l'environnement, n'est-ce pas, joue sur cette espèce. L'espèce s'adapte jusqu'à aller jusqu'au niveau de la spéciation. L'environnement peut créer l'évolution d'une espèce. Donc, l'environnement peut modifier. À cause de l'environnement, suite aux conditions de l'environnement, regardez comment ça apparaît ici. Nous avons ici, au départ, nous avons d'extrogir ici, dans la phylogénie, d'extrogir, et brusquement, il y a l'apparition de lévrogir.
Mais leur ancêtre commun, c'est quoi? C'est d'extrogir. Au départ, nous avons d'extrogir. Et puis, il y a l'évrogir qui apparaît. Donc, il doit y avoir les conditions de l'environnement que nous allons voir plus loin. Comment est-ce que l'environnement peut agir pour que certaines espèces, une même espèce, puisse se diviser pour former des sous-espèces, pour former encore d'autres espèces. Voilà, ça c'est le schéma qui nous montre l'accouplement entre deux escargots d'extrogir. Ça, c'est l'accouplement entre des escargots d'extrogir. Voilà comment. Vous voyez que ici, la forme des coquilles intervient dans l'accouplement. Donc, la forme des coquilles, quand vous regardez ici, vous allez voir que la forme des coquilles intervient dans l'accouplement. Donc, c'est une caractéristique qui n'est pas un hasard, une caractéristique qui intervient dans l'accouplement, la forme. Parce que supposons que, nous allons voir plus loin, supposons qu'on avait d'extrogir et l'évrogir, l'emplacement, n'est-ce pas, des coquilles peut avoir de l'impact sur l'accouplement. Les espèces ne peuvent pas s'accoupler facilement. Donc, les escargots ne peuvent se reproduire correctement que si leurs orifices génitaux sont alignés comme c'est le cas ici. Donc, comme c'est le cas, l'accouplement entre deux escargots d'escargots, les escargots ne peuvent se reproduire correctement que si leurs orifices génitaux sont alignés comme c'est le cas. Alors maintenant, lorsqu'on fait le croisement, on fait le croisement d'extrogir, là, d'extrogir, où vous avez cet alignement, voilà, cet alignement, d'extrogir avec cet alignement. Qu'est-ce qu'on observe? Les taux d'accouplement, 90%, le nombre de petits, 18. Nombre de petits, 18. Lorsqu'il y a un bon alignement, et lorsqu'il y a un bon alignement, voilà le nombre de petits et le taux d'accouplement. Lorsqu'on prend aussi l'évrogir, c'est-à-dire qu'avec la coquille qui tourne vers la gauche, ça c'est droite, gauche, avec le même alignement, on obtient un taux d'accouplement de 80 et nous avons le nombre de petits 18. Mais par contre, lorsqu'on prend d'extrogir, on le couple avec l'évrogir, le taux d'accouplement est faible, 34%, et le nombre de petits est faible. Pourquoi cette différence? Pourquoi cette différence de taux d'accouplement? Pourquoi cette différence? Ici, nous avons 18 petits. Pourquoi la différence de taux d'accouplement et de nombre de petits? Oui, qui peut me répondre? Je peux répondre. Oui, Alex. Carrément, c'est l'accouplement est dû à leur position les projets et puis d'estrogir. Si d'estro et l'évo s'accouplent, il n'y aura pas descendants. Donc, c'est à la base de leur position droite et gauche. Ah oui. Voyez, cette position-là, la position, l'alignement, c'est un facteur très important pour l'accouplement. L'alignement est un facteur très important. Et vous allez voir qu'à partir de cet alignement-là, ça a même de l'impact sur le taux d'accouplement et le nombre de petits. Et ça, avec ces tableaux-ci, ça montre à suffisance que d'extrogir et l'évrogir, ce sont deux espèces différentes. Parce que rappelez-vous, deux espèces différentes ne peuvent pas se reproduire. Deux espèces différentes ne peuvent pas se reproduire. Et ça confirme effectivement cette théorie que deux espèces différentes ne peuvent pas se reproduire. Deux espèces différentes. C'est ce qui fait que ici, le nombre de petits est nul.
parce qu'à cause de l'alignement de leur coquille, ne peuvent pas se reproduire. Donc, évidemment, Dextrogir et Lévrogir, ce sont deux espèces différentes. Mais au départ, l'espèce qu'on avait, c'est Dextrogir. Quand nous regardons leur phylogénie, quand on regarde leur phylogénie partielle, on voit qu'au départ, nous avons Dextrogir, mais avec l'évolution, avec les temps, il y a eu apparition de Lévrogir. Mais qu'est-ce qui a fait que finalement, avec le temps, quelle est la condition, les conditions du milieu qui a fait qu'avec le temps, que nous puissions avoir l'apparition dans cette lignée de Dextrogir, que nous puissions aussi avoir Lévrogir. Ça signifie que les milieux, l'environnement, en plus de ce qu'on a vu dans le chapitre précédent, où nous avons parlé de l'écosystème qui offre, n'est-ce pas, de matière, les composés organiques et inorganiques, qui donnent de l'énergie à partir de la photosynthèse, l'environnement joue un rôle aussi très important sur la spéciation. Les espèces doivent s'adapter ou disparaître. C'est la sélection naturelle de Darwin. Soit on s'adapte, soit on disparaît. Et l'adaptation peut aller plus loin jusqu'à la spéciation. L'adaptation peut aller jusqu'à la formation d'une nouvelle espèce. Tout comme l'adaptation peut être aussi superficielle, sans affecter le matériel génétique. À ce moment-là, on parle des accommodats. Mais lorsque l'adaptation va plus loin, comme dans les cas ici, nous avons, ce sont des écotypes. Il y a formation de nouvelles espèces à cause des conditions du milieu. On s'adapte pour se reproduire. On s'adapte pour la survie dans un environnement. Alors ici, dans cette étude ici, pourquoi il y a formation de Lévrogir? Quel est l'avantage qu'une espèce qui a été Dextrogir s'adapte pour devenir Lévrogir? Quel est l'avantage? Nous allons voir ça plus loin. Alors, génotype de escargots, Lévrogir et Dextrogir. Voilà comment est-ce que la génétique qu'on présente. Nous avons que le gène est responsable, n'est-ce pas, de la forme, le phénotype que nous avons, Lévrogir, Dextrogir, Dextrogir vers la gauche, on tourne le volant vers la droite, Dextrogir, on tourne le volant vers la gauche, Dextrogir. La forme que nous avons, c'est le gène, le génotype qui est responsable. Les génotypes, ça se présente sous forme allélique. Donc, nous avons un gène sous forme, sous forme allélique, n'est-ce pas? Le gène sous forme allélique, c'est ça qu'on appelle les génotypes ici, n'est-ce pas? Regardez. Nous avons G ou grand G, D, DD, ça, ce sont les génotypes probables pour ces deux types d'escargots. Le sens de la rotation de la coquille est contrôlé par un gène qui existe sous deux formes, qu'on appelle génotype. Donc, le sens de la rotation de la coquille est contrôlé par un gène. Mais le gène se présente sous deux formes. Lorsque ça se présente sous deux formes, on parle de génotype. Alors maintenant, le génotype, c'est donc le responsable de phénotype, de ce que nous voyons, comme cette couleur ici, la forme des coquilles que nous voyons, ça c'est la forme du phénotype. Et ce qui est responsable de cette forme que nous voyons, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle génotype. Donc, les génotypes, gènes qui existent sous deux formes. Génotype, c'est le gène qui existe sous deux formes. Les gènes qui existent sous deux formes, ce qu'on appelle génotype. Pourquoi deux formes? Parce que nous sommes diploïdes. Nous sommes diploïdes, c'est-à-dire que l'individu, l'organisme est diploïde. Diploïdie, pourquoi? Parce que nous sommes des organismes vivants diploïdes, mais ce sont des cellules sexuelles qui sont haploïdes. Donc, les deux formes ici, c'est pour montrer que nous sommes diploïdes. Donc, les gènes, les génotypes, ce sont des gènes qui se forment sous forme allélique, donc sous forme allélique, donc deux formes.
Prédation des escargots, ça tue par un serpent. En fait, cette modification, ces changements, cette adaptation où nous avons au départ, comme espèce de départ, dextrogie qui devient lévrogie, les études qui ont été menées par ces chercheurs ont démontré qu'il s'agissait d'une adaptation au serpent, à la prédation des serpents. Les serpents qu'on appelle Pareas iwaski. Les Pareas iwaski, c'est un serpent qu'on trouve dans la même zone que les escargots dextrogie. Et pour s'adapter, n'est-ce pas, pour éviter la prédation, la morsure de ces serpents-là, des années et des années, les escargots se sont adaptés. Il a fallu s'adapter pour survivre, pour résister contre la morsure de ces serpents. Ça, ce sont des études qui ont été faites. Et vous allez voir plus loin comment ça se présente. Donc voilà, ça, on nous présente la mâchoire du serpent. Ça, c'est la mâchoire du serpent. Et voilà comment ça se présente. Alors, le serpent Pareas iwaski attaque un escargot dextrogie. Il attaque toujours l'escargot par la droite, de façon à insérer sa mâchoire inférieure dans l'ouverture de la coquille. Donc, il attaque toujours l'escargot par la droite, de façon à insérer sa mâchoire inférieure dans l'ouverture de la coquille. Donc, vous voyez que quand le serpent attaque toujours par la droite, cela veut dire que la rotation lévrogyre comme dextrogyre peut avoir de l'impact sur la protection contre ces serpents. Donc, ça va avoir de l'impact. Parce que le serpent attaque toujours par la droite, il attaque toujours les escargots par la droite de façon à insérer sa mâchoire. Ça signifie que ces serpents aura du mal à s'attaquer, par exemple, aux escargots lévrogyres, parce que la rotation, c'est vers la gauche. Et étant donné que les serpents attaquent toujours par la droite, théoriquement ou logiquement, ce sont des extrogyres qui seront beaucoup plus exposés à l'attaque du serpent. D'où pour s'adapter, avec le temps, d'extrogyres sont devenus les lévrogyres, se sont adaptés aux conditions d'attaque et c'est fait que les coquilles vont maintenant dans le sens contraire de l'attaque de morsure de serpent. C'est ce que ça signifie. Voilà cette étude maintenant qu'on essaie de voir pour vérifier cette hypothèse que je vais de donner. On observe maintenant la survie des escargots. Nous avons l'ordonnée, l'abscisse. En ordonnée, vous avez le pourcentage de survie. En abscisse, nous avons les escargots lévrogyres et dextrogyres. Alors ici, on regarde, on voit que le taux de survie à la prédation, survie expérimentale des escargots lévrogyres et lévrogyres, survie face aux prédateurs. En laboratoire, on mesure la survie des escargots lévrogyres et dextrogyres face aux serpents Pareas iwaski. Regardez les taux. Les taux de survie des escargots lévrogyres et on a constaté un taux de 80%, plus de 80% même. Par contre, dextrogyre, zéro. Il n'y a pas eu de... Lorsqu'on a fait, on a mis le serpent lévrogyre et dextrogyre ensemble avec les escargots, on a constaté un taux de survie de plus de 80% pour lévrogyre. Pourquoi? Parce que la rotation, c'est vers la gauche et étant donné que le serpent ne peut attaquer que par la droite, le serpent raconte la coquille. Mais par contre, pour dextrogyre, la chair est exposée au serpent parce que la rotation, c'est vers la droite. La partie à la chair, c'est vers le serpent. Ainsi donc, le taux de survie est nul.
Ça, c'est une expérience qui nous montre l'importance de l'environnement sur l'adaptation d'une espèce, la formation des écotypes et des accommodats pour la survie dans un environnement. Voilà schématiquement ce que je viens de dire, localisation géographique des escargots d'extrogir et l'évrogir. Donc, localisation géographique localisation géographique des escargots d'extrogir, l'évrogir et du serpent. Nous avons le serpent là. Ici, nous sommes en Asie, en Australie. Nous avons donc ici le serpent. Satsuma d'extrogir est là. Voilà l'espace saotype. C'est normal parce que quand vous regardez la phylogénie partielle, on a vu que c'est une espèce qui était au départ, mais Satsuma l'évrogir, c'est une espèce qui provient d'extrogir pour la survie. C'est une sorte d'adaptation à la prédation des serpents. Donc, c'est l'adaptation à la prédation contre des serpents qui a donné naissance à cette espèce. Vous allez voir que Satsuma est un peu plus éloigné. Nous sommes au Japon, voilà, Chine, Corée. C'est là où on trouve ces espèces-là. Satsuma d'extrogir est un peu plus éloigné des serpents. Étant donné que cette espèce est plus éloignée des serpents, il n'y a pas nécessité de subir la mutation ou l'évolution. Mais par contre, les Satsuma d'extrogir plus proches des serpents, regardez, le serpent est là. C'est dans cette zone que nous avons les serpents. Dans cette zone-ci que nous avons les serpents. Satsuma d'extrogir s'est adapté pour lutter, pour résister. Au départ, c'était une même espèce, mais étant donné que cette espèce est dans cette zone, cohabite avec le serpent, l'espèce s'est adaptée. L'espèce s'est adaptée et cette adaptation est allée jusqu'à la formation d'une espèce. Satsuma l'évrogir est devenu Satsuma l'évrogir à cause de la zone, n'est-ce pas, de sa cohabitation avec. Donc, c'est l'unique façon pour cet escargot de cohabiter avec ces serpents. Mais par contre, ici, ce n'est pas important. Il y a plusieurs sortes d'adaptations. Plusieurs sortes d'adaptations. Le milieu, l'environnement crée les organismes. L'environnement. Après des années, l'environnement peut créer les conditions du milieu. Il y a beaucoup de barrières dans l'environnement. Parmi les barrières physiques qui peuvent créer d'autres espèces, nous avons par exemple des chiens de montagne. Nous avons des chiens de montagne. Nous avons des dérives continentales. Rappelez-vous, je ne sais pas si vous aurez le cours de zoogéographie, le cours de zoogéographie, oui, les barrières physiques, comme barrières physiques qui peuvent aussi être responsables de la création de l'espèce de la spéciation. Nous avons des chiens de montagne. Des chiens de montagne, ça peut aussi être responsable. Donc, ça va s'arrêter. On va encore activer, n'est-ce pas, l'Internet parce que je vois qu'il nous reste 1 minute. Alors ça, c'est un test que vous allez essayer de faire. La question, expliquer pourquoi on peut bien parler d'espèces. Vous allez me répondre ça. Vous allez me répondre, vous allez m'envoyer... Est-ce que le CP, où est votre CP? Qui est votre CP? On ne sait pas. Vous allez... Ça va. Vous allez envoyer, voyez ces questions ici, vous allez essayer de répondre. Expliquez pourquoi on peut bien parler d'espèces différentes pour les escargots, les vrogiles et d'extrogiles. Vous allez m'expliquer cela brièvement. Ça va? Oui, oui.